Le cercle RH, notre débat quotidien avec la place des DRH, vous donc qui nous regardez dans la transition écologique. Bah oui, c'est un sujet, on vous a demandé de gérer il y a 20 ans les payes, l'organisation du travail. On vous demande aujourd'hui de gérer le bien-être, la qualité de vie au travail et on vous redemande en plus d'avoir aussi une réflexion sur cette transition écologique. On en parle, elle est partout, elle est politique, il y a des grands enjeux évidemment qui arrivent, français et européens, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi en Europe. Et une étude passionnante va venir nous éclairer justement sur cette relation que vous avez, vous DRH, avec cette transition. On en parle avec mes invités. Sophie Leyeux, ravie de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez sur le plateau. C'est un plaisir. Directrice de projet au Lab RH, et on va parler de cette étude passionnante que vous avez construite avec d'autres acteurs, dont Antoine Poincaré. Bonjour Antoine, alors vous, c'est pas la première fois que vous venez sur le plateau. Bonjour Arnaud. Non. Vous êtes un peu chez vous, vous êtes le vice-président d'AXA Climate School, et vous faites, on en parlera, mais de la pédagogie, et vous évangélisez sur tous ces sujets qui sont essentiels, avec une étude que vous avez évidemment sous le bras, Page, Renault, LabRH, AXA Climate, pour une étude passionnante. D'abord, revenons aux origines. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise industrielle de l'automobile, le LabRH, AXA Climate et Page se disent, tiens, on va bosser pendant un an sur ce sujet. Comment c'est né ? On avait fait un premier tour il y a un an. Donc nous, notre métier côté AXA Climate, c'est de montrer comment on opérationnalise la transformation durable dans les métiers. Ça change quoi au métier d'acheteur, d'informaticien, de marketeur et évidemment de RH. On avait fait une première étude avec Page et le LabRH il y a un an, ça faisait une douzaine de pages, les grands enjeux de la transfo, sur les compétences, sur la qualité de vie au travail, ou plutôt la sécurité au travail. On a voulu aller un peu plus loin, parler à des gens dans les métiers et surtout s'associer à un acteur comme Renault qui, en tant que constructeur automobile, faisait face à un choc de compétences quand on passe du moteur thermique au moteur électrique, qui est assez massif. Et puis ça permettait de mettre un peu les mains dans le cambouis par rapport à... On a toujours une focale un petit peu métier du service, grosso modo, et nous on l'a bossé. Et voilà, et mettre le pas côté acteur industriel, ça nous semblait intéressant. Sophie Leyeux, c'est ça l'esprit du LabRH, c'est aussi de se connecter au sujet d'avenir, parce que là on parle d'un sujet sur lequel les DRH se sentent un peu embarrassés, il faut quand même le reconnaître, c'est pas si simple à traiter. C'est pas simple, effectivement. C'est bien dans l'ADN et dans l'esprit du LabRH. En fait, le LabRH, c'est un acteur qui fédère l'innovation RH en France. Et on est convaincu que s'intéresser au sujet de la transition écologique, c'est s'intéresser à un sujet qui sera facteur d'innovation, voire même le facteur d'innovation numéro 1 demain pour les RH en entreprise. Commençons à aborder le sujet. La transition écologique, c'est ce qu'on appelle ici sur ce plateau et ailleurs la RSE, responsabilité sociétale et environnementale, ou sociale et environnementale. J'ai lu quelques papiers qui disent, bon, globalement, le social, il est plutôt traité, la responsabilité un peu, mais alors l'environnemental, on ne sait pas trop comment le prendre. Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors, on commence à le prendre. Le sujet, c'est que la RSE, historiquement, c'était quand même quelque chose qu'on faisait à côté de l'activité de l'entreprise. J'ai mon activité, qu'elle soit polluante ou pas polluante, on fait un peu de RSE. Et je fais du for good, entre guillemets. C'était l'idée. On faisait de l'abondement à des dons de collaborateurs, des choses comme ça. Et c'est normal, parce que c'était la grille de lecture des années précédentes. L'environnement est en train de devenir le cadre dans lequel on opère. C'est ce fameux concept de limite planétaire. Comment je réencastre ma boîte à l'intérieur. Donc, c'est pas tant qu'on ne sait pas comment le prendre, c'est qu'on a changé de nature. C'est que le sujet n'est pas nébuleux. Sur le climat, c'est très numérique, on sait faire, on se fixe des émissions de carbone, on réduit, on donne des objectifs. Le sujet, c'est que ça vient interroger le business model de l'entreprise. Il y a des activités qui sont éco-compatibles, d'autres qui ne le sont pas, et ça amène à prendre des décisions de gouvernance qui sont radicalement différentes. C'est un enjeu pour les entreprises, parce que vous l'amenez au niveau des entreprises, mais c'est évidemment un enjeu politique, c'est le Green Deal, c'est la révolution industrielle, et savoir comment vous, entreprise, êtes accompagnée quand même par la puissance publique, parce qu'il y a un vrai sujet. Concrètement, les RH, parce qu'on a 90% des DRH qui estiment qu'ils seront à l'avenir. C'est toujours intéressant. On n'a jamais eu aussi chaud, on n'a jamais eu d'orage aussi violent, on n'a jamais eu un dérèglement climatique aussi fort que ces derniers temps. Et ils nous disent, à l'avenir, on sera peut-être, globalement, je mets le peut-être en plus, amené à parler de ces questions RSE. Mais on n'a plus le temps, là. C'est maintenant, non ? Oui, effectivement. En fait, il y a un vrai paradoxe. Et c'est ce qu'on a en fait mis en exerce dans ce rapport. Il y a une prise de conscience, certes, et c'est un peu à l'image de la société. On a une prise de conscience écologique, on voit ce qui se passe. On le vit, en fait. On le vit, en fait, tous individuellement. Mais ce qu'on constate aussi vis-à-vis des DRH, c'est qu'il y a une vraie difficulté à passer à l'action. Oui. En fait, comment passer à l'action ? Exactement, c'est tout le sujet effectivement du rapport. Et c'est là vraiment le paradoxe auquel sont confrontés aussi les DRH en entreprise. C'est de se dire, en fait, il y a des actions qui sont intéressantes, des initiatives intéressantes en entreprise, mais aujourd'hui, elles ne sont pas assez fortes, d'une ampleur suffisante
pour faire face aux enjeux et à l'urgence en fait, climatique auquel on est confronté. Peut-être que le sujet court terme le plus facile à prendre pour un DRH, ça va être celui de la sécurité au travail. C'est-à-dire, on rentre dans des périodes où on sait qu'il va régulièrement faire, et je parle que pour la France, plus de 40 degrés l'été. Est-ce que je suis en mesure d'avoir des collaborateurs qui sont en sécurité au travail? Est-ce que j'ai des zones de rafraîchissement? Est-ce que dans mon contrat, il y a marqué que quand il fait plus de 45, peut-être que le télétravail, j'ai envie de l'autoriser un peu plus Avec quelques règles, parce que si on est dans un appartement de 12 mètres carrés, je m'autorise à penser que absolument. Il vaut mieux l'avoir dans l'entreprise. À l'inverse, dans les modélisations, il y a peut-être des collaborateurs qui voudront peut-être plus venir bosser dans une tour qui, elle, sera climatisée. Je crois. Mais ce sujet-là, c'est peut-être la face sud de l'Everest, celle par laquelle on va réussir à initier des gens de manière assez simple. Et il devient très très concret. Et alors, si vous êtes des RH d'une boîte qui a des collaborateurs en Inde, autant vous dire qu'il y a une urgence à agir aussi de ce côté-là. Et je prends l'Inde, mais il y a plein d'autres pays. Donc, opérationnaliser la sécurité au travail, c'est peut-être le plus court terme par rapport à des choses comme l'anticipation des jobs de demain qui, par définition, sont toujours un peu plus moyen-long terme. Donc, très concrètement, c'est la question du comment et c'est aussi question des prérogatives. Parce que là, on parle on peut parler de DRH du tertiaire qui, quelque part, eux, sont moins impactés. Mais dans vos partenaires, rentrons dans le vif du sujet. Il y a Renault, vous l'évoquiez. Bon, Renault, on a des grandes usines, méga factories de batteries, il faut former les salariés, il faut les engager. Sauf que quand même, la voiture est toujours pointée du doigt et Renault construit toujours des moteurs thermiques, jusqu'à preuve du contraire. Donc elle est dans sa structure même d'entreprise impactée. C'est fondamental. C'est-à-dire la question de la transition sociale liée à la transition écologique, comment je m'assure que les gens qui seront encore en poste dans 10 ans auront été équipés des bonnes connaissances pour pas être complètement hors jeu, c'est majeur. Et ça se joue par la relation avec les syndicats, évidemment. L'exemple de Renault, il est intéressant parce que la personne qui travaillait avec nous sur ce rapport nous racontait des choses, pas seulement autour des métiers de la batterie auxquels on y pense souvent, mais elle s'occupe du site de Flins. Flins, c'est cette ancienne grosse usine. Gigantesque, qui est devenue le labo pour Renault de l'économie circulaire. Et elle nous disait la chose suivante. Moi, j'ai besoin de carrossiers. Des gens qui, littéralement, font les carrosseries des voitures. On n'en trouve pas. Hein. Et il y a deux types de carrossiers en France. Il y a ceux qui savent bosser la tôle neuve, à la chaîne et avec une cadence. Et ça, c'est des ouvriers Renault depuis toujours. Et puis, il y a ceux qui savent bosser la tôle usagée, qui est évidemment moins standard. Et la retravailler. Et ça, grosso modo, c'est des garagistes qui font ça dans leur coin. Donc, ils ne bossent pas en cadence. Et donc, ça se joue sur des petites subtilités comme ça. Mais elle dit, je ne sais pas trouver le carrossier qui s'est bossé en cadence sur une chaîne de production, sur de la tôle usagée. Donc, je ne sais pas le trouver. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je le forme. Et puis, il faut que j'aille rechercher des compétences dans le CV qui sont un peu différents. Ça va être des gens qui font ça aussi dans leur loisir, qui aiment bien entretenir leur propre voiture. Donc, ça se joue sur des trucs. Excusez-moi, c'est presque pour une boîte de la taille de Renault, on est un peu dans la débrouille, quoi. Il faut trouver le gars qui vient. Non, mais on en est là. On est vraiment aux prémices de quelque chose. Absolument. On est au début de quelque chose. On est au début de quelque chose de majeur et qui surtout sera très différent industrie par industrie. Et c'est ça qui est fondamental et qui fait que ça va être très dur d'avoir des règles. On parlait des secteurs publics. Ça va être très dur d'avoir d'en haut une règle qui vient de manière un peu jacobine nous dire ça va se faire comme ça. Il va falloir le jouer à la maille locale, à la maille des territoires. Ce rapport, le labérage, vous dites, on est quand même un laboratoire d'innovation, c'est-à-dire qu'on va être à la pointe de tous ces sujets. Ensuite, vous allez le déployer, vous le déployez sur ce plateau, mais j'imagine que vous allez faire des conférences devant des DRH, et vous avez commencé à le faire, j'imagine. Quels sont les retours qu'ils vous renvoient? Ils vous disent, oui, évidemment qu'on est conscient de tout ça. Enfin, les RH qui viennent sur ce plateau, ils en ont conscience. Mais on ne sait pas trop comment l'attraper, le sujet, quoi. Parce que ça touche au domaine industriel, ça touche aux finances, ça touche... Et le RH, il n'est pas à la tour de contrôle de l'entreprise. Enfin, comment ils font, là? Effectivement, le RH n'est pas effectivement décisionnaire sur toutes les décisions de l'entreprise. Il faut que ce soit en binôme avec un comité de direction. Par contre, ce qui nous est dit, en tout cas dans les retours qu'on a jusqu'à présent, c'est que, en fait, cette prise de conscience, elle nécessite quand même de s'acculturer et de sensibiliser au sujet. Et en fait, il y a une statistique qu'on a mis en avant dans le rapport, c'est que seulement 16% des DRH ont été formés dans le cadre de leur formation initiale sur ces enjeux-là. C'est ça. C'est très peu, effectivement. Et donc, c'est un peu le constat de toutes les générations qui ont plus de 30 ans, qui n'ont pas été formées sur ces sujets-là dans le cadre de leur formation initiale, même si on voit que les choses changent. On voit qu'il y a beaucoup d'écoles, d'universités qui introduisent en fait des briques de compétences sur le sujet de RSE. Il y a des collectifs aussi d'étudiants qui se montent. Mais ce que je dirais effectivement au DRH pour commencer, c'est peut-être formez-vous, sensibilisez-vous sur ces sujets-là pour pouvoir ensuite devenir après un véritable acteur du changement. Alors seulement 32 ou 32, ça dépend comment on regarde le chiffre, c'est pas si mal, mais il y a encore du chemin, des salariés élus ou mandatés. Donc là, on est sur le dialogue social, puisqu'ils ont un rôle important, il faut quand même en dire un mot, déclarent avoir bénéficié d'une formation aux enjeux environnementaux. Quand on est mandaté, ça veut dire qu'on est membre du CSE et qu'on participe, en tout cas, on négocie les éléments clés de la vie de l'entreprise comme élu syndical.
pas beaucoup, hein, côté syndicat. Eux aussi, ils ont du chemin à faire. Hein. Eux aussi, ils ont du chemin. Il y a des syndicats qui émergent même sur ce segment. La dernière fois que j'étais ici, c'était avec quelqu'un du printemps écologique. Tout à fait. Donc, évidemment qu'ils ont du chemin à faire. Évidemment que s'ils veulent avoir le bon degré de conversation en disant mais c'est quoi les jobs qui vont être très pourvoyeurs d'emploi dans 10 ans et c'est quoi la photo de compétences à un instant T du débat, évidemment qu'ils doivent avoir un avis. L'autre peut-être sujet sur lequel on peut attraper les DRH, je pense que c'est la marque employeur. Ils sont aussi un peu soulagés qu'on leur dise ces vendeurs. Ces gens qui arrivent en vous disant votre boîte en fait pas assez, est-ce que vous êtes capable de leur expliquer ce que fait la boîte avec un discours qui est à la fois humble, parce que si évidemment vous levez le matin en disant ma boîte tout ce qu'elle fait c'est super, vous n'êtes pas audible, et en même temps précis sur les sujets, c'est un bon sujet de formation aussi pour les recruteurs, je dirais, au sein des DRH. Et la jeune génération, quand même, basculons pour cette dernière partie d'émission sur les métiers, parce que vous l'évoquiez, alors c'est un peu comme ça, on jette la pièce, on dit mais là il y a une réalité dans ce rapport, il y a des nouveaux métiers, médiatrice ou médiateur sur les enjeux climatiques, conseiller en reconversion verte, enfin c'est des métiers évidemment, des termes qu'on ne connaissait pas, responsable des avantages sociaux climatiques, responsable score social et environnemental, là on passe du côté des élus, il y a concrètement le médiateur ou la médiatrice, vous le placez où, vous le lab RH? Il a un petit bureau au fond du couloir, porte gauche vers la sortie, ou il est près du directeur général? Eh bien moi je dirais que c'est même un bras droit en fait du DRH. L'idée en fait c'est qu'ils puissent en fait échanger, dialoguer sur le sujet de la transition écologique pendant en fait la phase de transition au sein des entreprises. Et donc ces métiers en fait on les a imaginés sur vraiment l'idée d'ouvrir les perspectives, les compétences en tout cas possibles pour les DRH. On n'est pas sûr effectivement qu'ils vont tous exister, on n'a pas la boule de cristal, mais l'idée en tout cas c'est venir amener cette réflexion-là en disant le métier de DRH évolue, c'est une nouvelle évolution, une nouvelle ambition. Fiche de poste, parce que ce qui est intéressant dans votre rapport, vous êtes ainsi un peu amusé, c'est sympa, parce que c'est un job board. Alors il doit être véritable diplomate, vous ferez dialoguer les différentes parties prenantes, internes, mais aussi externes, profil du poste, expert du dialogue social. On voit quand même, et je reviens à notre histoire de dialogue social, qu'il y a la place des citoyens, le printemps écologique, mais il y a aussi la place des syndicats. Il faut dialoguer, en fait, là. C'est vital. On est obligé de dialoguer parce qu'en tout, c'est des sujets qui vont être des chocs tectoniques sur l'emploi, c'est sûr. Et du coup, en lien avec la question est-ce qu'il est au fond du couloir, la vérité, c'est que dans certaines boîtes, il sera au fond du couloir. Soyons pas non plus naïfs sur le fait que... Et du coup, se pose la question, tous les jobs dont on parle là, la réalité, c'est que c'est des jobs, des zones d'expertise en tout cas, qui existent déjà et qui viennent se verdir. Alors évidemment... Pour un bon article, on a envie d'en faire des nouveaux jobs, comme il y a eu à l'époque les designers de réalité virtuelle dans le métaverse. Exactement ça. Évidemment, mais si on regarde la vérité du truc, c'est que c'est des jobs verdissants plutôt que verts. Ils existent déjà, mais ils existent déjà, on doit les twister. Et pourquoi c'est important? Parce que du coup, peut-être que la personne qui va être en charge de parler avec les syndicats, on va prendre quelqu'un qui parle depuis 20 ans avec les syndicats. Parce que si on prend quelqu'un qui sort d'études purement environnementales... Un expert, quoi, simplement un expert. Un peu jeune dans le métier, sa chance de le faire à l'échelle, elle est absolument impossible. Donc il y a une question de comment on va prendre des gens aujourd'hui aux manettes, aujourd'hui avec de l'expérience et une forme de seniorité, comment on en fait des gens formés et des gens engagés qui ont le bon degré de discours. Ouais, vous nous dites quand même un truc intéressant, il ne faut pas des idéologues forcément militants et un peu agressifs, parce qu'il peut y avoir un peu de hargne sur ces sujets, pour quelqu'un qui soit capable d'être dans l'échange, l'écoute, dans la diplomatie, parce que diplomate, c'est être capable de parler avec des gens avec qui on ne partage pas les mêmes idées, on est bien d'accord, c'est ça, être diplomate. L'activisme aura sa place, de même que l'activisme a sa place aujourd'hui dans le discours social non green, mais il faudra effectivement aussi à un moment être capable de réconcilier ça avec un certain nombre de réalités, juridiques, business, et donc il faudra des gens qui se sont frottés aux boîtes, c'est sûr. Il y a les nouveaux métiers, puis pour terminer, il y a quand même l'idée que certaines entreprises, et vous en faites partie, se disent, mais est-ce qu'on est encore là dans 10 ans avec les règles d'obsolescence programmée? On oblige aujourd'hui, même avec ce nouveau label, de découvrir le taux de réparabilité. Enfin, tous ces sujets sont sur la table. Est-ce que c'est une réflexion que vous portez à travers ce rapport en disant, finalement, c'est un peu un signal d'alarme que vous envoyez à ces entreprises? Attention, si vous ne prenez pas le virage dans 10 ans, dans 15 ans, vous serez mort. Donc clairement, je pense que les entreprises ont tout à perdre effectivement de ne pas enclencher en fait ce sujet de transition écologique. Et ce qui est important et vraiment un message qu'on veut faire passer aussi dans ce rapport, c'est que tous les métiers vont être impactés, de près ou de loin, par la transition écologique. Et c'est un peu un exemple que tu donnais, Antoine, sur la transition digitale, la transformation digitale. Si on regarde il y a quelques années, en fait, il y a eu 10-15 ans, on a imaginé des nouveaux métiers en lien avec le métaverse et l'avatar, tout ça. On y est globalement, mais... Ça n'a pas pris totalement, mais on y est. Mais on y est plus technologiquement, on y est. Mais ce qui est super intéressant à retenir par rapport à la transformation digitale, c'est qu'en fait, tous les métiers ont été impactés de près ou de loin par la transformation digitale, par le digital. Et donc, on est convaincu, en tout cas, que ce phénomène va effectivement émerger dans le cadre de la transition écologique et que tous les métiers seront impactés, et d'où le rôle et l'intérêt
pour les RH en fait d'anticiper ces évolutions. Là où c'est plus gros, vous avez raison, c'est que c'est existentiel. C'est là que le parallèle entre Transfo Digital et Transfo Green prend fin. On a beaucoup, y compris, j'imagine, sur ce genre de plateau, dit que Accor mourrait à cause d'Airbnb ou que G7 mourrait à cause d'Uber. Et bien 10 ans après, on constate que non. Et que Airbus serait par terre alors qu'il est en train de se transformer. Il y a des effets de rattrapage. Donc, faisons attention aux prédictions. En revanche, il y a une possibilité dans cette transfo environnementale de quelque chose d'existentiel qui est grosso modo un peu de haine envers un certain nombre d'entreprises, des dynamiques de boycott. Personne n'en voulait à une boîte de ne pas faire sa transfo digitale. Au pire, vous passez. Là, ça se durcit. Là, ça se durcit. Les réactions qu'il y a eu à HEC à plusieurs reprises récemment sur la présence d'une entreprise pétrolière comme Total sur le campus montrent qu'il y a quelque chose dans HEC qui... Et je ne parle pas d'LVMH sur Saclay. Exactement. Il y a quelque chose ou Total à Polytechnique. À nouveau, on n'est pas dans des centres de la contestation étudiante historiquement. Il se passe quelque chose qui pourra toucher, on l'imagine, à l'existence de ces boîtes-là. C'est pour ça que, évidemment, c'est des sujets de DRH, mais c'est aussi et surtout des sujets de board. Juste avant de nous quitter, qu'on soit bien clair, parce qu'à AXA Climate, il y a quand même l'idée... L'entreprise continuera à exister dans 10 ans ou pas? Parce qu'il y a aussi ce débat, et on l'a vu là au Bourget, avec l'ouverture du Bourget, avec l'idée d'une sorte de croissance heureuse, vertueuse, toute verte, avec des avions qui vont pouvoir nous offrir un carburant quasiment propre, quasi. C'est ça qu'on nous vend aujourd'hui. Puis il y a une autre partie de la population qui dit, attendez, retour à l'âge de pierre, l'entreprise c'est fini, parce qu'on est polluant. Enfin, vous vous situez comment? La question, elle est majeure. Dans 10 ans, il est probable que l'entreprise en tant qu'entité existe encore. Je pense, oui. Ce qui n'est pas possible et ce qui est compliqué, c'est effectivement de vendre des avions pour dans 10 ans, comme on le fait là en vendant 600. Hein. La flotte d'Air France, c'est 200 avions. Il faut bien avoir conscience de... Et là, on vient d'en vendre 500, pardon, pas 600. Donc il faut bien avoir conscience des ordres de grandeur. C'est l'Inde. Avec effectivement une low-cost indienne. Avec dans le même temps le CEO de Qatar Airways qui déclare « Nous n'y arriverons pas ». Nous sommes en train de faire un exercice de communication. On n'arrivera pas à faire ces fameux Sustainable Aviation Fuel en bonne quantité pour 2030. Donc à nouveau, le point, c'est pas de dire supprimons l'entreprise et tout ira mieux. Ça ne veut rien dire. Allons plus vite. Alors ça veut dire évidemment allons plus vite. Et en revanche, il existe un certain nombre d'activités qui ne seront pas éco-compatibles court terme. Comment on fait? Comment on se pose la question d'un démantèlement éventuel? Et comment vont faire les collaborateurs à l'intérieur? On peut juste pas... Ils y sont pour rien, hein, objectivement. On leur dit, voilà, ce que vous fabriquez aujourd'hui, c'est plus bon. Mais comment on fait? Et ben c'est là qu'il y a des politiques de reconversion industrielle. Enfin, je veux dire, historiquement, on est arrivé là. On n'a plus de mineurs de charbon en France. Et ben, on a réussi à faire ça. Sur le papier, c'est jouable. Par contre, c'est un choc. C'est un choc et il faut s'aligner sur des objectifs, des dates, et que ce soit fait de manière relativement démocratique. D'ailleurs, dans votre rapport, vous situez quand même les enjeux européens en disant que le continent européen, on ne l'a pas dit, mais c'est un des enjeux, est quand même le continent le plus en avance, le plus en pointe sur ces sujets. Donc ça ne se situe plus, j'ai envie de dire, sur le plan national. C'est un enjeu européen. Transférer, réorienter des collaborateurs dont on sait que l'industrie va fermer, on est d'accord? Oui, tout à fait. De toute façon, je pense que sur ce type de sujet, seul, on ne pourra pas y arriver. Une entreprise seule ne pourra pas transformer les choses. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut que ce soit fait au niveau plus global, effectivement, européen, au niveau des branches, au niveau... Voilà, en tout cas, il y a quelque chose à faire de plus important pour faire bouger, en tout cas, les secteurs d'activité. Vous allez vous déplacer, j'imagine, pour le vendre, ce rapport, pour l'expliquer, j'imagine, non, AXA Climate, dès que vous... Bien sûr, ouais, on le présente dans des boîtes, on le présente aussi sous d'autres formats, un peu plus branchés formation, qui permettent aux DRH de s'en emparer, de former des collaborateurs RH. Peut-être pour finir sur une note d'optimisme par rapport à l'Union européenne, vous avez raison, ça se joue en Union européenne. La densité intellectuelle qu'on observe en France autour de ces débats-là, me semble, on va beaucoup en Angleterre, beaucoup en Allemagne, on a des clients, me semble plus riche. Alors en Europe que dans le reste du monde, c'est sûr, mais même en France, au sein de l'Europe, il y a quelque chose, je ne dis pas qu'on a toutes les réponses, mais il y a quelque chose qui se joue en France. La prise de conscience, elle est là, elle est en France. Enfin, il y a une densité de... Il y a une densité de choses qui se passent, des personnes comme Jean-Marc Jancovici, des associations comme le Chiffre, des associations comme la Fresque du Climat, comme 2 tonnes. Je les cherche dans le reste de l'Europe, pour l'instant je ne les vois pas. Il y a un peu un motif de fierté à se dire que quelque chose est peut-être en train de s'inventer chez nous. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien oui, je suis Cocorico, on est un peu en avance sur ces sujets? Eh ben, il faut en être fier aussi, parfois aussi. Merci à vous deux, Antoine Poincaré, vice-président d'AXA Climate School, et Sophie Leyeux, avec ce rapport, directrice de projet, le Lab RH. Je précise que Page et Renault ont travaillé d'arrache-pied, parce qu'il y avait vraiment des séances de travail attentives, sérieux. Lisez ce rapport, et puis c'est amusant de voir ces fiches de poste. Et des profils, hein. Vous avez fait un petit job board. Il y a plein de métiers très très intéressants qui, vous avez raison, sont déjà des métiers qu'on est en train de verdir. Ça se passera peut-être, ça peut-être des reconversions internes dans l'entreprise. Merci à vous, merci pour ce débat. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.